en vignette. Ouais, ça y est. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue pour ce petit temps de conférence sur les filtres à broyer de bois. Je ne sais pas s'il y a encore du monde qui est dans la salle d'attente, je vérifie. Non, j'ai pas trop l'impression. Donc on va démarrer avec un tout petit peu de retard, mais voilà, c'est les joies du direct. Je me présente, je suis Étienne Béduneau, salarié de l'association OICOS. OICOS qui depuis plus de 30 ans fait de la formation et qui fait de l'accompagnement de porteurs de projets sur toutes les thématiques de l'éco-construction et de la rénovation écologique. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à l'assainissement écologique avec la présentation des filtres à broyer de bois et un petit retour sur l'usage de ce système d'assainissement écologique. Je suis très content déjà que ce webinaire puisse se faire et de vous voir aussi nombreux à vous connecter. Ce temps d'animation sur l'éco-construction et donc l'assainissement écologique est réalisé avec le soutien de la métropole du Grand Lyon dans le cadre de notre partenariat entre ICOS et la métropole dans le cadre du plan Éco-Rénov'. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Thibaut Conversa de l'entreprise Cyclotech, qui est formateur aussi chez Oikos et ailleurs, et qui installe des filtres à broyer de bois. Marianne Mélin, qui est une utilisatrice et qui fera du coup un retour d'expérience sur les usages, vraiment, plutôt l'installation aussi chez elle, le pourquoi. Et Vincent Ledayron du réseau de l'assainissement écologique qui fera plutôt le focus sur toute la partie du cadre de cette expérimentation. Et ensuite, il y aura Clément qui est porteur de projet à Mont-Léger, cabane inspirée, qui devrait aussi présenter un petit peu comment en fait ce filtre à broyer de bois il peut répondre à des problématiques d'installation sur des projets à mot léger, d'habitat temporaire, d'habitat réversible. Voilà. J'espère avoir rien oublié de ce que je voulais dire sur la présentation. Je pense qu'on est bon pour commencer. Vincent, tu commences par nous présenter le RAE et puis ensuite on enchaînera avec Thibaut sur vraiment le filtre. Pardon, par contre, il faut que je te passe les slides. Ah oui, j'avais présenté un petit... Ouais, allez, hop. Présentation du RAE. C'est bon pour toi, Vincent? Vincent, on t'entend pas, hein. Ouais, désolé, je vous ai perdu. C'est Ah, bon là? C'est bon. Ouais, on t'entend. et tu me fais signe pour les slides. Bon, désolé. Alors, est-ce que vous m'entendez? Là, on t'entend, ouais. Là, ça y est, tu es Oui, revenu. bonjour. Ouais. Bonjour tout le monde, désolé. Donc, juste pour bien resituer dans quel contexte on se place, on est vraiment dans le contexte de l'assainissement non collectif, avec un arrêté du 7 septembre 2009 qui a permis voilà, la reconnaissance officielle des toilettes sèches dans le paysage de l'assainissement. Mais le législateur a oublié de prendre en compte le traitement des eaux grises, donc des eaux ménagères. Dans cette heure qu'on va passer ensemble, dès qu'on va parler d'eau ménagère, ce sera eau grise. Et du coup, y a aucun traitement dédié au traitement des eaux grises dans la réglementation française. Donc nous, le RAE, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a pointé ce problème-là pour toutes les personnes qui souhaitent passer en toilette sèche.
en assainissement non collectif. Et on a commencé par une étude du coup en 2017 qui a permis une caractérisation in situ des eaux ménagères, ce qui n'avait pas été fait en fait à notre connaissance. Donc on a montré que les eaux ménagères, c'est à peu près 70 litres par personne et par jour, et c'est des eaux facilement biodégradables et faiblement concentrées. Avec, si on prend ce que ça représente par rapport à toutes les eaux usées, c'est à peu près 10% des matières en suspension, 20% de la charge organique et un peu moins de 5% de l'azote quand il n'y a pas quand il n'y a pas les urines. Donc voilà ce qu'il faut retenir. C'est des eaux savonneuses facilement biodégradables et faiblement concentrées. Je passe. Ouais. Donc le RAE, c'est une association qui rassemble une centaine de structures adhérentes, avec à la fois des particuliers usagers, des associations de protection de l'environnement, des constructeurs de toilettes, loueurs de toilettes, bureaux d'études, centres de recherche. Donc c'est vraiment un espace d'échange multidisciplinaire sur la question de l'assainissement écologique, avec à la fois la création de ressources pour les porteurs de projets et aussi de plaidoyer sur différents aspects liés à l'assainissement écologique. Tu peux passer, Étienne. Alors, deux maximes, deux points importants à retenir, s'il y avait pour moi qu'une chose à retenir de ce webinaire. Pour nous, la définition de l'assainissement écologique, comme on le voit, c'est petit 1, sortir nos matières du cycle de l'eau. Et petit 2, recréer un lien entre nos matières et notre alimentation. Donc ça, c'est vraiment deux choses importantes à retenir quand on parle d'assainissement écologique. Toi, Thibaut. Ouais. Ouais, je vais prendre la main. Alors, bougez pas, je vais partager un coup mon écran et vous me dites quand ça arrive chez vous. C'est bon, tu C'est peux y tout aller. bon? Ok, donc du coup, donc effectivement, comme l'a présenté Étienne, moi je suis Thibaut Conversa, je fais de la récupération d'eau de pluie en valorisation intégrale et également j'interviens sur l'accompagnement sur l'assainissement écologique. Donc je suis à ce titre membre du RAE que vient de présenter Vincent. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'est effectivement le filtre à broyette de bois. Alors, je pense que certains d'entre vous en savent déjà beaucoup, mais c'est toujours bon de rappeler un petit peu les bases. Donc c'est une technique d'assainissement qui est dédiée uniquement aux eaux ménagères. Donc comme disait Vincent, hein, aux grises, eaux ménagères. Ça va nécessiter du coup l'utilisation de toilettes sèches pour isoler tout ce qui va être matière fécale. Et un énorme avantage de ce filtre, c'est qu'il va permettre de pouvoir faire une valorisation de la ressource sur site directement. Donc ça veut dire que du coup, on va pouvoir valoriser la ressource chez nous directement sur notre lieu. Alors, ce qui est intéressant de voir un petit peu, c'est la répartition de nos différentes eaux usées domestiques. Du coup, c'est tout ce qu'on va avoir entre les eaux vannes et les eaux ménagères, donc eau noire ou eau grise. Les eaux vannes, ça va être constitué principalement de matières organiques, de nutriments et également d'éléments pathogènes. Et de l'autre côté, les eaux ménagères, ça va être plus tout ce qui va être détergent, graisse et divers débris organiques, quoi. Donc les eaux vannes, elles peuvent être décomposées en deux catégories, les eaux jaunes avec les urines et les chasses d'eau qui vont être associées, et les eaux brunes, donc toutes les matières fécales avec également les chasses d'eau. Et de l'autre côté, dans les eaux ménagères, on va avoir tout ce qui va avoir attrait à l'alimentation et le nettoyage, l'hygiène, et puis les autres, les divers entretiens, etc. Donc voilà, donc ça permet déjà de catégoriser, d'avoir un peu un visuel assez clair de comment sont composées nos eaux usées domestiques. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est la répartition et la composition de ces différents types d'eau. Alors, on part sur une base d'à peu près, une moyenne à peu près de 45 mètres cubes d'eau usée par an, par personne, ce qui peut être assez élevé, hein, on reste sur des moyennes, donc c'est tout à fait facile d'avoir beaucoup moins d'eau usée, beaucoup moins de consommation d'eau et donc beaucoup moins d'eau usée, mais en règle générale, voilà, on se base sur ces données-là.
En gros, ce qui est intéressant de voir, c'est du coup cette répartition est vraiment le côté un peu disproportionné, c'est-à-dire que sur ces 45 mètres cubes qu'on va rejeter, on va avoir à peu près 50 kilos de matière fécale sèche par personne par an, 500 litres d'urine. Tout ça, ça va être mélangé dans à peu près 10 000 litres, donc 10 mètres cubes d'eau nécessaire pour les toilettes. Et ensuite, bah, vous avez tout le reste, donc les douches, les lavabos, les lave-mains, etc., qui vont représenter à peu près 35 mètres cubes. Donc, quand on voit déjà cette répartition, on se dit que bah, du coup, c'est tout à fait inégal et ça peut être intéressant aussi d'aller voir bah, du coup la composition de cette répartition. Et alors, ce graphe, il n'est pas forcément facile à lire au premier abord, mais vous voyez au premier plan, on a la répartition par rapport à comme ce qu'on vient de voir sur le slide précédent, avec les matières fécales, les urines, et à côté, donc dans les eaux ménagères, ça a été regroupé chasse d'eau et toutes les autres types d'eau. Et on voit en fait sur le deuxième et troisième plan en fait les charges en nutriments, en matières organiques, etc. Et donc quand on voit ça, on voit qu'un très petit niveau d'urine, par exemple, va contenir la grande majorité de tous les nutriments qui sont essentiels à la croissance des plantes. On va voir aussi que les matières organiques vont être principalement contenues dans les matières fécales. Et d'ailleurs, on estime à peu près qu'on a 99% des bactéries pathogènes qui proviennent des ovanes, et notamment des matières fécales. Donc du coup, quand on voit ça, bah, ça nous amène à repenser un petit peu notre rapport aux toilettes, à la chasse d'eau habituelle enfin la chasse d'eau qu'on a l'habitude de voir. Ça nous amène à repenser notre rapport et du coup à imaginer comment on pourrait traiter de manière différenciée ces différents produits. Donc en gros, on pourrait identifier trois voies. Alors, les eaux ménagères qui peuvent être traitées via filtre à broyat de bois et qui vont permettre de faire de l'irrigation passive. Donc on va y retourner, on va le définir un petit peu après. L'urine qui peut être stockée, stabilisée en vue de faire de l'engrais. Et les matières fécales via déshydratation ou compostage qui vont permettre de faire de l'amendement. Alors, petit topo juste rapide pour faire le distinguo entre engrais et amendement. Donc, l'engrais, on va nourrir la plante, pour faire très simple, hein. L'engrais va nourrir la plante et l'amendement va nourrir le sol. Et du coup, le sol, en fait, c'est ce qui va nous servir de support pour traiter ces eaux ménagères. Et du coup, en fait, on va essayer de recréer le milieu le plus favorable, c'est-à-dire un sol vivant. Un sol vivant va être en mesure de dégrader les matières contenues dans les eaux ménagères, qui sont, comme on l'a vu juste avant, et je le rappelle, très très peu chargées en matières pathogènes. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je vous partage là les ressources clés, un petit peu les principales ressources dédiées au filtre à broyat de bois. Alors, il y a celui de droite, là, c'est un PDF qui est disponible en ligne, que vous pouvez retrouver sur le site du RAE notamment, qui a été fait par l'éco-centre Pierre et Terre, qui est un membre du RAE. C'est un peu la bible de l'assainissement écologique où il y a énormément de ressources de documentation sur les toilettes sèches et également sur les filtres à broyat de bois avec des exemples divers. Donc c'est hyper intéressant à les consulter. Et à côté, vous avez aussi du coup, le texte qui accompagne l'expérimentation nationale qui a actuellement lieu autour du filtre à broyat de bois dont Vincent va vous parler un petit peu après. Alors, concrètement, un filtre à broyat de bois, bah, c'est assez simple. C'est ce qu'on va appeler la solution la plus économique et la plus écologique aujourd'hui qu'on va pouvoir avoir pour ces eaux ménagères. C'est une approche qui est complètement low-tech dans le sens où bah, elle est tout à fait durable, simple à installer, à utiliser, c'est très facilement appropriable, on peut le faire par soi-même et c'est quelque chose qui est très robuste et résilient. Il n'y a pas de risque particulier de panne, il n'y a pas d'électronique, c'est vraiment du mécanique. Et voilà, dans ce titre, c'est très simple à mettre en œuvre. Donc, c'est principalement des tranchées creusées à même le sol, pas d'étanchéité, bien sûr, hein, creusées, tranchées à même le sol pour pouvoir bénéficier justement des échanges avec la pédofaune en place. Donc là, vous avez un petit graphe qui vous permet de voir un petit peu. Donc en gros, vous avez la centralisation des eaux ménagères qui va arriver en sortie de maison. Ça peut être directement un regard de répartition, hein, d'ailleurs, pour alimenter différents filtres. Ou alors, en tout cas, ça peut s'acheminer comme ça jusqu'à des regards de répartition qui vont alimenter les différents filtres dont vous allez avoir besoin, qui vont être
rempli de broyat de bois. D'où le nom très recherché de filtre à broyat de bois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut les insérer, ça peut faire un peu une insertion paysagère hein, dans votre terrain, et on peut les mettre aussi bien sur de la végétation existante, pardon, et aussi bien sur des végétations à planter. Donc voilà, c'est tout à fait adaptable. Ce qu'il faut retenir dans les prescriptions techniques que nous apporte du coup notamment le texte de loi sur l'expérimentation nationale, c'est qu'en gros, on va considérer à peu près 1 m² de filtration par équivalent habitant, avec un minimum de 2 m² de filtration sur une habitation. Alors, l'équivalent habitant, qu'est-ce que c'est? C'est en gros les capacités d'accueil de la maison. Les équivalents habitants. Un équivalent habitant correspond à une pièce principale. Donc les pièces principales, ça va être tout ce qui va être chambre, bureau, salon, cuisine, etc. On ne prend pas en compte les toilettes, salle de bain, les couloirs, etc. Donc en fait, c'est votre nombre de pièces principales qui va déterminer le nombre d'équivalents habitants et donc le nombre de mètres carrés que vous allez avoir besoin pour faire un filtre. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est des tranchées qui sont non étanches. On va essayer de privilégier aussi une alternance entre les différents filtres pour avoir un temps de repos sur chaque filtre et pouvoir alimenter avec un plus gros volume ponctuellement. Et dans les prescriptions, on a des dimensions types un petit peu. Donc en fait, les dimensions, elles vont être comprises entre 2 et 5 mètres de longueur sur entre 20 cm et 60 cm de largeur, avec une profondeur max d'environ 40 cm. Pour donner un ordre d'idée, un filtre classique, on va dire, hein, pour avoir 1 m² d'équivalent habitant, 1 m² de filtration, pardon, ça va être un filtre qui va faire 2,50 m de long par 50 cm de large sur les 40 cm de profondeur. Donc voilà, et après on peut jouer en fait en fonction du matériel qu'on a disponible aussi, hein, si par exemple on fait intervenir un terrassier ou qu'on a une mini pelle et que le godet est un petit peu large, bah, du coup la largeur va peut-être être plus de 60 que de 40, effectivement. Donc après on ajuste en fait les longueurs, la largeur, et par contre on essaye de effectivement pas creuser profondément parce que c'est vraiment les quelques premiers centimètres du sol qui nous intéressent. C'est là où il y a la plus grande activité bactérienne de la pédofaune, et du coup, c'est ces premiers centimètres qui nous intéressent. Donc d'ailleurs, on va arriver par surverse sur les fils. Donc il faut qu'on gère un minimum de pente. Donc voilà, et donc le bas du filtre, lui, doit garder une inclinaison environ de 1 à 2 %. Alors sur le dessus, ça peut ne pas se voir parce qu'on peut tricher un petit peu avec le remplissage du broyat hein, pour essayer de faire un peu une situation un peu aplanie. En revanche, le fond du filtre doit quand même respecter une petite pente pour qu'on continue à avoir un écoulement naturel. Le tuyau doit arriver par surverse, comme on le voit sur les images. Alors on peut le protéger aussi hein, pour éviter qu'on puisse marcher dessus. Le fait d'arriver en surverse, ça va permettre qu'il n'y ait pas de colmatage non plus à la sortie qui pourrait bloquer tout le filtre. Parce que bah, du coup, comme on l'a vu dans les eaux ménagères, on a quand même aussi des graisses, des choses comme ça. Donc forcément, ça peut amener à colmater. D'ailleurs, on va essayer d'éviter, comme on n'est pas sur des diamètres très gros, on est sur des diamètres de tuyaux là, pour alimenter les fils d'environ 50 cm. Du coup, j'ai dit n'importe quoi, c'est 5 cm. Des tuyaux en diamètre 50. Du coup, comme ils ne sont pas très gros, il faut éviter tout coude parce que ça pourrait représenter des risques de colmatage. Donc, on va essayer de privilégier des sections droites. Et si jamais on doit couder pour faire contourner quelque chose, bah, on va mettre des regards de visite à cet endroit-là. Donc voilà, et je vous montre quelques petits autres exemples hein, où on voit à chaque fois le tuyau. Alors la photo du milieu était pas encore, ça n'avait pas été encore tout rebouché hein, pour cacher les tuyaux, mais en gros voilà, vous voyez qu'à chaque fois on vient par surverse sur les filtres, ce qui permet de justement pas obturer la sortie. Alors, les avantages du filtre à broyat de bois, c'est que c'est très économique et local, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des ressources que vous avez chez vous. Si vous reste des bouts de tuyaux, des choses comme ça, ouais, clairement, vous pouvez tout à fait les réutiliser. Donc, c'est hyper économique dans ce sens-là.
C'est des tranchées qui ne sont pas profondes, donc ils peuvent très bien être creusés aussi à la main. C'est sûr que c'est plus facile quand on a une petite pelle à disposition, mais en tout cas, voilà, ça peut tout à fait être fait à la main. Donc c'est très simple à réaliser et après dans l'utilisation également, hein, on a simplement un système soit de petits bouchons ou après, enfin voilà, on gère une alternance assez facilement à partir des regards de répartition. C'est assez facile par une intervention manuelle. Il vaut mieux éviter d'avoir recours à des choses électroniques, dans le sens où voilà, on a moins de risques de panne comme ça. Dans les énormes avantages aussi, c'est que ça va nous faire une irrigation passive de la végétation qui va être aux alentours, qui va vraiment bénéficier de cette fraîcheur et cet apport d'humidité constant. Donc clairement, ça pousse très bien autour des filtres à breuillet de bois. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on n'a aucun dégagement d'odeur. C'est vraiment le fait que ça soit au contact de l'air, que ça soit pas fermé, pas étanche, etc. On a vraiment, on a vraiment pas de développement odorant particulier qui va se développer sur les filtres. Ça va directement être digéré et incorporé dans le broyat. Et un autre avantage qu'on peut avoir aussi dans l'utilisation, c'est qu'on peut canaliser nos urines quand on est dans le cadre d'un toilette sèche à séparation à la source. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir les matières fécales qui vont être collectées, par exemple, dans un seau, et les urines qui peuvent être canalisées directement et qui peuvent alimenter le filtre à breuillet de bois. Donc ça permet après de clairement limiter la maintenance au niveau des toilettes sèches et du coup d'être un petit peu plus libre à ce niveau-là. Et après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est donc si vous cherchez des infos, le site référence, c'est vraiment le site du RAE, qui va regrouper les principaux intervenants. Vous pouvez les contacter, poser des questions, et cetera. Ils sont hyper, réactifs et puis après, pareil, comme, Vincent l'a montré avec la carte, si vous cherchez des professionnels dans votre secteur, qui peuvent soit, faire le dimensionnement et puis après, souvent, c'est le client lui-même qui fait sa réalisation, hein. Parce que en fait, c'est très très simple à mettre en œuvre. Donc voilà, et en tout cas, vous pouvez vous faire accompagner de professionnels qui sont assez proches de chez vous et que vous pouvez retrouver sur le site du RAE directement. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour de mon côté. Si tu veux reprendre la main, Étienne, j'arrête le partage et puis tu reprends. Étienne. Après, vous inquiétez pas s'il y a des questions, on pourra les poser après, hein. Je sais pas si il y en a qui se posaient déjà des questions. Merci Thibaut. Effectivement, on fera un temps de questions-réponses à la fin. Du coup, Étienne, on compte sur toi Oui, pour pardon. reprendre la main. Ça y Je est, t'es reprends revenu? le partage. Ok, j'arrête le partage du coup. Et du coup, pour la suite, on va avoir Marianne, qui fait partie des 30 heureux élus de cette expérimentation nationale, qui va du coup nous présenter son projet et le chantier qu'elle a réalisé pour un filtre à broyat de bois en zonage, en zone d'assainissement collectif dans le sud de Paris. J'attends. Hop, on y arrive. Je repasse. Hop, voilà. Désolé pour le timing. C'est bon pour Merci. toi, Marianne? Oui, c'est bon, j'avais pas reconnu la photo, mais effectivement. Alors, pour situer un petit peu, donc c'est une maison, c'est une longère, on la voit pas très bien, c'est pas tout à fait celle-là, elle est un petit peu plus loin. C'est une longère qui était à rénover, que j'avais achetée en 2010, qu'on m'avait vendue avec un assainissement individuel, mais sur une fosse septique. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était de chercher la fosse, qu'on n'a jamais trouvée. On est tombé sur un puisard, tout simplement. Donc, toutes les eaux de pluie, les eaux usées, tout allait dans le puisard. C'était super propre. Et donc, depuis 2010, pendant un peu plus de 10 ans, j'ai cherché des solutions alternatives à l'assainissement collectif. Pourquoi déjà parce qu'on ne voit pas très bien sur la photo, mais la situation de la maison. Il y a d'autres maisons juste avant moi, et moi je suis en pente, dans une pente inversée. Et donc il fallait que je creuse dans l'allée qui est juste au-dessus là, du petit point rouge, qu'on creuse dans toute l'allée, donc ça aurait bloqué tous les voisins, et avec un risque en plus si la pompe tombait en panne, puisqu'il fallait mettre un pompe de relevage, etc.,
que ça refoule chez nous, etc. Donc, c'était très compliqué. Moi, je ne le sentais pas trop. Je savais qu'il y avait des problèmes aussi déjà au niveau Veolia, puisque c'est eux qui ont la maintenance, qui avaient déjà des problèmes au niveau collectif et une surcharge aussi au niveau des eaux. Donc, je ne voulais pas me raccorder. Donc, j'ai fait un peu un blocage là-dessus. Et donc, ça a duré 10-15 ans où j'ai cherché donc, des solutions alternatives. J'étais partie sur de la phyto, sur des choses un peu différentes, mais ça ne me convenait pas forcément. Et donc aussi un choix écologique parce que cette maison, elle est toujours en cours de rénovation, donc ça fait 15 ans que je l'ai achetée. Et je la rénove à la chaux, je la rénove avec des matériaux sains et écologiques comme de la fibre de bois, etc. Donc j'essayais de continuer dans cette idée en fait, hein, même au niveau du jardin. Et cette maison, elle est assez grande au sol, elle fait 100 mètres carrés et elle est entourée du jardin, donc il fait à peu près 700 mètres carrés, et donc avec une petite allée sur le côté. Et cette allée, donc, il y a un droit de passage. Donc, on ne peut pas creuser, on ne peut rien faire de ce côté-là. Donc, je le précise parce que c'est important, justement, au niveau de la réalisation, parce que je ne suis pas sur une réalisation simple. Alors, comme il a été dit, je suis située en Sud-Seine-et-Marne. Ici, c'est que du collectif quasiment. Pas très loin de Fontainebleau. Je suis site vitrine aussi. Donc, ça veut dire que si vous avez des questions, si vous voulez venir voir même la réalisation, l'installation, c'est possible. Bon, voilà, on passe un petit coup de fil, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de problème. Et pourquoi aussi je suis partie là-dessus parce que on a eu un contrôle, ça devait arriver, on a eu un contrôle de Veolia, qui est donc le SPANC qui suit les assainissements ici, et en 2022. Et donc là, ils m'ont fait un forcing pour passer sur du collectif. Sauf que le collectif ici, voilà, c'est un peu général. Et donc, voilà, je ne voulais pas. Donc, je suis passée par un bureau d'études qui a aujourd'hui fermé, malheureusement, et qui n'est pas dans le secteur. Ici, vraiment, on est tellement sur du collectif que quand on veut passer sur de l'assainissement individuel, c'est très compliqué de trouver un professionnel. J'ai dû la trouver, donc c'était une femme, j'ai dû la trouver en Normandie. Donc, elle a fait le déplacement. Elle a fait une étude sur 3 cas, donc assainissement collectif, assainissement individuel sur fosse septique et le filtre à broyette de bois. C'est elle qui m'en a parlé pour la première fois. Donc, on a fait une estimation au niveau des travaux, au niveau du coût. L'assainissement collectif, on était sur du 25 000 €. L'assainissement individuel sur la fosse septique, on était entre 10 et 15 000 balles. Et le filtre à broyette de bois, on était parce que je passais par une société, autour de 3 000, 5 000 €. Donc, on a monté un dossier pour déposer la candidature. Ça, c'était en 2023, si je me souviens bien. La candidature a été retenue le 5 novembre 2024. Et donc, on s'est mis à faire les travaux à ce moment-là, juste dans la foulée. On avait 6 mois pour faire les travaux une fois que la candidature était validée. Alors, le jardin, comme je vous ai dit, il fait tout le tour de la maison. Donc, on n'avait pas beaucoup de place. Voilà, donc ça, c'est la parcelle où a été réalisée l'installation. Pas beaucoup de place entre la maison. La maison, elle est située, le mur de la maison est situé devant nous, là, juste sur le bord, le petit morceau en ferraille qu'on voit devant nous. Et j'ai le mur du voisin. Donc, on n'avait pas beaucoup de place. La première installation qu'on avait prévue sur papier ne convenait pas. Au final, on n'avait pas les dimensions nécessaires puisqu'il faut respecter à une certaine distance au niveau des murs et au niveau de la maison. Donc, ça ne rentrait pas. On n'est pas parti sur une installation classique en arbre. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça forme un tronc et on a des arbres sur chaque côté au niveau de chaque filtre. Un filtre, c'est une tranchée en fait. Hein. Et donc, on a fait un système en L. Vous allez voir par la suite. Et ce système, en fait, on a tous les filtres qui sont à la queue leu. On ne les voit quasiment pas. On ne voit pas la différence des filtres. On les voit parce qu'il y a les regards. Et là, vu que ma maison, elle est de chaque côté, puisque c'est une longère, j'ai un côté où le filtre n'est pas accessible. Il a fallu qu'on installe une pompe de relevage. Donc, quand on disait il n'y a que du mécanique, pas toujours. Là, on a dû installer une pompe de relevage, donc il y a de l'électricité. Il y a de l'électricité. Je compte par la suite installer un petit panneau solaire pour essayer d'être aussi autonome au niveau électrique. Parce que là, s'il y a une coupure électrique, on en a régulièrement ici, ça peut durer plusieurs heures. Du coup, la pompe ne fonctionne plus. Et pourquoi installer une pompe de relevage? Donc là, on la voit, c'est la photo du milieu, donc dans une grosse boîte au final, qui contient un peu plus de 100 litres, pour pouvoir passer les eaux sous la maison, les eaux qui sont du côté de la cuisine, de l'autre côté, qui passent sous la maison, et donc les relever, qu'elles puissent sortir. Là, on voit aussi à droite une vanne. On en a 5 ici, puisqu'on a la possibilité, au niveau du... c'est comment déjà l'équivalent habitant? Au niveau équivalent habitant, on est sur 5 personnes ici. Donc, on a 5 filtres et une vanne par filtre.
la petite photo à droite, donc c'est la vanne. Là, elle est ouverte avec un regard. Et à côté, donc, on a le système de filtre à broyat de bois. Alors là, je parle que des eaux usées, hein, bien sûr, puisque comme ça a été dit auparavant, tout ce qui est urine et matière fécale sont bien sûr, sont, comment dire, sont compostés. Donc, il y a des toilettes sèches et donc tout est composté. J'ai des toilettes sèches à séparation et j'ai choisi à séparation pour pouvoir par la suite, pourquoi pas, pouvoir utiliser les urines pour autre chose, voilà, mais que j'ai le choix. Et même au niveau du poids aussi, ça me permet aussi de ne pas composter, voilà, de ne pas avoir un gros, comment dire, un gros bac à composter qui soit lourd. Comme ça, je peux sortir les urines plus régulièrement. Chaque vanne est activée par semaine. On bascule en fait les filtres, donc on active les vannes, les 4 autres vannes sont fermées et on active une vanne pour une semaine. Donc moi j'ai choisi le dimanche. Le dimanche, je fais ma bascule. C'est assez simple. Là, c'est des vannes qui sont de bonne qualité. Et là, vu que j'ai une pompe de relevage qui est assez costaud, quand ça envoie, quand là, comment dire, le conteneur est plein, ça envoie assez fort. Et donc là, il faut jouer avec la vanne et là, on a rajouté un petit coude à la fin parce que sinon, ça propulse tellement fort que le broyat, en fait, et il est envoyé un peu partout. Donc après, c'est de l'expérience après, hein. On teste, on fait plein de tests. C'est l'avantage aussi d'être sur un site d'expérimentation. Et donc, on joue avec les vannes pour pas trop l'ouvrir parce que le but aussi, c'est que l'eau s'écoule tout doucement. Donc là, quand ça s'écoule sur 3 minutes et ça s'écoule tout doucement. Et bien sûr, il faut tout protéger aussi pour les questions d'hygiène. Toujours dans la même optique, j'utilise pas de produits aussi chimiques. Donc, j'ai du savon d'Alep, de la lessive écologique, etc. Donc, voilà, c'est toute une philosophie, on va dire, hein, à mettre en place après. Et tout se passe bien, pas d'odeur. Les moustiques, il n'y en a pas. Il suffit là, au niveau des regards pour les vannes, il peut y avoir de la rétention, de l'eau qui soit dans le fond. Donc là, il suffit de mettre des petits gravillons et puis du coup, pas de problème de moustiques. J'en ai pas mis tout de suite et j'ai jamais eu de moustiques à cet endroit-là. Ils sont pas rentrés. Et après pour le désherbage, puisque là on ne voit pas, c'était au moment des travaux, hein, quand ça a été réalisé. Donc là, oui, il y avait une mini pelleteuse. Le désherbage, je le fais à peu près une fois par mois. En fait, j'ai le potager qui est juste à côté. On a installé des arbres, on ne voit pas très bien, mais il y a des arbres qui ont été installés en plus de ceux existants. Et donc, vu que je suis tout le temps dans le jardin pour m'occuper du potager, je désherbe en fait comme ça. Je n'ai pas un jour dédié en fait pour le désherbage. Voilà. Alors les arbres, l'installation a été créée, a été faite fin mars, début avril, donc c'est assez récent, c'est à peu près 6 mois. Donc j'ai pas encore fait une année entière. Là, j'ai commencé à remettre un petit peu de broyat, mais en fait, on n'a pas trop utilisé. Le broyat, il doit vraiment être au niveau du sol sur les côtés et pas, comment dire, il ne doit pas boucher bien sûr la sortie. Là, on voit vraiment la sortie qui est vraiment juste au-dessus du broyat et ça va se tasser, mais vraiment tranquillement, hein. Il n'y a pas besoin d'en remettre régulièrement. Ici, il y a un petit problème pour en trouver, comment dire, facilement. Il a fallu que je passe par un paysagiste, donc je l'achète, c'est l'inconvénient. Comme aussi, tout ce qui est sûr, c'est compliqué de trouver de la sûre qui ne soit pas avec des produits chimiques, etc. Voilà. Donc, c'est le petit point problématique sur l'Île-de-France, quoi. J'ai pas pu échanger avec d'autres personnes en Île-de-France parce que je suis la seule qui a été sélectionnée sur l'Île-de-France, malheureusement. Mais voilà, ça va venir avec d'autres personnes dans toute la France. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, et au niveau du compostage des matières fécales et de l'urine, donc dans le composteur, on stocke tout dans le même composteur, isolé, un composteur fermé, et pour 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et ensuite, on peut réutiliser les matières pour l'instant, donc je ne les ai pas encore utilisées. Le composteur, je l'ai mis en place 1 an avant d'avoir mis l'installation du broyat de bois en place. Voilà. Eh bien, merci Marianne pour ces explications. Et du coup, Vincent, je te laisse continuer sur l'expérimentation, revenir un petit peu sur le cadre de cette expérimentation au niveau national. Super, merci. Merci Marianne pour cette présentation de ce projet unique pour nous en zone d'assainissement collectif. C'est super d'avoir ce projet-là dans l'expérimentation, puis d'avoir ton suivi assidu. Alors, donc l'expérimentation nationale. Tu peux passer directement. Voilà, donc
Et donc, suite à, comme je vous disais, à l'arrêté de 2009 sur l'assainissement non collectif qui a enfin reconnu les toilettes sèches, rien n'était prévu pour les eaux ménagères, les eaux grises. Donc, nous, depuis le RAE, depuis 2012, en gros, on travaille là-dessus. On a été formé en 2012 par une personne qui est venue de Californie, nous former sur ce qu'on appelait la pédoépuration. Et depuis 2012, du coup, on essaye de travailler à la reconnaissance réglementaire d'une filière dédiée aux eaux grises. Il y a eu plusieurs phases, différents dimensionnements, on va dire, et règles techniques, pour en arriver aux filtres à broyat de bois, qui sont étudiés depuis 2019-2020 par l'INRAE de Lyon, anciennement IRSTEA, qui est vraiment l'institut de recherche de référence sur l'assainissement non collectif en France. Donc, après une lutte de plusieurs années avec les ministères de la Transition et de la Santé, on a du coup réussi à sortir cet arrêté dérogatoire, donc l'arrêté du 30 mars 2023, qui permet, à titre expérimental et dérogatoire, d'expérimenter le filtre à broyat de bois sur le territoire national, sur 30 sites. Donc tu peux passer la slide. Donc voilà la carte de France avec les sites qui ont été retenus dans l'expérimentation. Il y a eu 250 candidatures qui ont été reçues pour seulement 30 candidatures. Donc le choix du nombre de candidatures sélectionnées, ça a vraiment été imposé par les ministères, et notamment le ministère de la Santé, qui a été, on va dire, plutôt frileux à l'idée d'étendre l'expérimentation à plus de sites. Nous, au début, on avait imaginé pouvoir en avoir à minima 200, voire 100, et puis petit à petit, ça s'est réduit pour avoir seulement 30 sites. Donc c'est peu, mais ça nous permet déjà d'avoir quand même beaucoup d'informations à la fois sur la conception, la construction et le suivi des installations sur 5 ans. Et du coup, sur ces 30 candidatures, ces 30 candidatures ont été sélectionnées en fonction de différents critères. Ça s'est fait vraiment sur un tableau Excel avec le comité de pilotage, en fonction du type d'habitat, résidence permanente ou résidence secondaire, le type de sol, ça a été vraiment un critère important, le dimensionnement de l'installation, la surface disponible dans le jardin, la pente, s'il y a ou non une pompe de relevage. Donc l'idée, ça a été vraiment d'être le plus représentatif possible des différents cas de figure, et de montrer la diversité des situations. Donc on a des sites en Hexagone, un site en Martinique, et un site à La Réunion. Donc voilà. Étienne, Bon, sur ces 30 sites, il y a 4 sites qui ont été choisis pour être suivis par l'INRAE de Lyon. Donc c'est assez particulier parce que du coup, c'est des sites qui ont des très très faibles perméabilités, euh, en deçà de 10 mm par heure pour les personnes à qui ça parlera. Donc c'est quasiment des terrains, enfin c'est vraiment des terrains généralement argileux et très peu perméables. Et l'idée pour le suivi scientifique a vraiment été de choisir les sites les plus, on va dire, défavorables à l'infiltration des eaux grises, en disant si ça marche dans ces conditions-là, si le dimensionnement est bon pour ces conditions-là, il pourra être bon pour la majorité des cas de figure. Donc, il y a vraiment un suivi scientifique important de l'INRAE avec plusieurs dizaines de milliers d'euros d'instrumentation qui ont été installés, à la fois pour un suivi hydraulique des filtres, avec des mesures en continu de la teneur en eau à différents endroits du filtre et du sol, qu'il va y avoir sous le filtre ou à proximité du filtre, avec des piézomètres qui sont installés à la fois dans le filtre et à côté du filtre pour avoir un suivi de la hauteur d'eau et être sûr que les filtres ne débordent pas. Il y a aussi un suivi de la performance épuratoire des filtres, où ça, à notre connaissance, ça n'a jamais été fait. En fait, tout l'assainissement non collectif français est basé sur le pouvoir épurateur du sol, mais il n'y a jamais été avec la filière classique, c'est fosse toutes eaux et épandage, mais il y a pour nous jamais eu de suivi scientifique sur le devenir des eaux après traitement en dessous des tranchées d'épandage. Donc pour nous, ça va être la première fois que ça va être fait, alors qu'on est seulement sur des eaux grises, quoi. Donc ils ont installé ce qu'on appelle une plaque lysimétrique ou bougie poreuse sous le sol, sous les filtres, pour pouvoir faire des prélèvements, pour définir voilà, la performance épuratoire du filtre.
Et l'idée, c'est aussi de confirmer ou de modifier les règles de dimensionnement qui ont été détaillées, enfin, qui ont été rédigées avec l'INRAE. Voilà, Étienne. Donc sur les publications scientifiques, au final, ça va être une des filières du paysage de l'assainissement non collectif qui va être le plus suivi scientifiquement. Ça, vous pouvez vraiment les retrouver sur le site internet du réseau de l'assainissement écologique, dans la partie eau ménagère, où il y a toute la liste du coup des publications qui ont été réalisées par l'INRAE. Donc depuis voilà 2017 sur la caractérisation des eaux ménagères jusqu'aux différentes études, en passant par l'avis de l'ANSES qui a été sollicité suite à la demande d'arrêté dérogatoire. Donc il y a une riche littérature sur le sujet. Sur le calendrier, on est en plein milieu de la phase d'expérimentation nationale. Donc l'arrêté est sorti en mars 2023 et il va s'arrêter en mars 2028. Donc des premiers prélèvements ont été réalisés par l'INRAE en 2024 et en 2025. Le comité de pilotage, donc c'est-à-dire le RAE, les ministères et l'INRAE, devrait être au courant de premiers résultats au premier trimestre 2026, mais résultats qui ne seront malheureusement pas rendus publics. Donc va vraiment falloir attendre fin 2027, début 2028 pour avoir les rapports définitifs de l'INRAE sur ce suivi scientifique. Donc ça, c'est sur 4 sites parmi 30. Et sur les 26 autres sites, il y a un suivi qui se fait par l'usager avec un cahier de vie de l'ouvrage à remplir et à transmettre annuellement, à la fois au comité de pilotage et au SPANC, pour détailler simplement les opérations de maintenance et d'entretien qui ont été réalisées sur l'installation. Euh, Parmi ces donc 30 candidatures sélectionnées, c'est relativement peu à l'échelle nationale. Et il nous arrive d'être contactés par des porteurs de projets qui souhaitent tout de même installer des filtres à broyat de bois hors expérimentation nationale. Donc c'est assez compliqué pour nous. Officiellement, les ministères ne souhaitent pas étendre le nombre d'installations au-delà de 30. Ils sont plutôt frileux, on va dire. Mais nous, on préfère que ça se fasse on va dire, de manière déclarée plutôt que de manière pirate, en lien avec du coup le RAE et le SPANC, pour être sûr que ce soit bien réalisé et qu'il n'y ait pas de contre-exemple qui se fasse suite au détriment de l'expérimentation. Donc, on peut mettre à disposition des outils techniques et réglementaires si vous souhaitez le mettre en place chez vous, sachant qu'officiellement, du coup, on n'est pas c'est pour l'instant pas réglementaire d'installer un filtre à broyat de bois au-delà des 30 sélectionnés. Après, en fonction, donc il y a différents types de contrôle SPANC. Ça peut être un contrôle d'une nouvelle installation ou un contrôle périodique d'une installation déjà en place. Quand on se place dans le cadre d'un contrôle périodique, il y a différents niveaux de conformité ou non-conformité qui sont mis en place par le SPANC. Ça peut être feu vert conforme, là on va respecter complètement la réglementation, à feu rouge non conforme avec risque pardon, sanitaire ou environnementaux, où là il faut vraiment prouver qu'il y a soit un danger pour les personnes, un danger avéré pour l'environnement, ou un défaut de sécurité. Et entre les deux, on a une zone grise, zone dans laquelle les personnes se placent généralement pour installer un filtre à broyat de bois, à savoir non conforme, mais sans risques sanitaires ou environnementaux, avec normalement une obligation de travaux seulement dans le cas d'une vente. Il faut faire beaucoup de pédagogie. Ça vaut le coup vraiment d'impliquer les SPANC directement si vous souhaitez le faire chez vous, en faisant beaucoup de pédagogie, en argumentant voilà, sur quel est le but premier de l'assainissement, quoi. Est-ce que c'est pas justement de protéger la ressource, de protéger l'environnement, d'arrêter de prélever de l'eau potable pour faire nos besoins dedans. Euh, et surtout, il faut bien leur poser la question en 2005, quelle filière est réglementaire pour traiter les eaux grises? Nous, à la lecture de la réglementation, la seule filière qui est réglementaire, c'est une fosse de 3 mètres cubes, plus un épandage. Donc, il faut bien leur demander si c'est pertinent en 2025 de transporter des tonnes de matériaux non renouvelables, à savoir généralement du plastique, des gravillons, du sable, pour traiter des eaux qui sont peu polluantes et fortement biodégradables. Voilà, au plaisir.
Merci Vincent pour toutes ces explications. Et du coup, j'invite Clément à intervenir là pour nous parler un petit peu de son projet en habitat léger et l'intérêt du filtre à broyat de bois pour ce genre d'installation. Clément, est-ce que Merci. tu es avec nous? Il est avec nous, Clément. Juste pour introduire Clément, ça fait plusieurs mois qu'on est fréquemment en contact avec l'association Amo Léger, pour ceux qui connaissent, qui du coup est en train de développer l'installation de plusieurs hameaux légers à l'échelle nationale. Et ce qui est super pour nous, c'est que dans la charte des hameaux légers, il est indiqué l'intégration de toilettes sèches. Donc tous les habitats légers, donc yurt, tiny house, vont être nécessairement en toilettes sèches. Donc se pose forcément la question du traitement des eaux grises. Merci Clément. Bonjour tout le monde. Alors désolé, je parle un peu du nez, je suis un peu pris. J'espère que ça sera quand même audible. Du coup, je fais partie d'un projet d'habitat partagé, en effet, donc de hameau léger, dans le nord de la France. Et donc, comme tu viens de le dire, Vincent, nous sommes toutes et tous en toilette sèche. C'est une obligation que nous nous sommes imposés à nous-mêmes. Nous sommes en cours d'installation. Il y a encore personne qui vit réellement sur le terrain. Euh, donc nous sommes sur un terrain qui est loué par la commune et qui est en zone. On a l'avantage d'avoir un tout à l'égout qui passe au bord du terrain, mais on n'a aucune obligation de s'y raccorder. Donc on avait le choix euh, Clément, tu peux peut-être couper ta faire une vidéo, recherche. On a aussi. ça saute un peu Ah Clément. mince. Peut-être couper ta vidéo. Ok. Du coup, je sais pas ce qui a été entendu. Donc, du coup, je disais qu'on avait la possibilité d'être raccordé au tout à l'égout et en même temps, on n'a aucune obligation sur le terrain dans lequel on est. On a fait des études, on a fait notamment une étude de sol et même si on est en zone naturelle, on est sur une terre de remblai et avec une perméabilité très faible. Donc du coup, on s'est tourné vers le filtre à broyat de bois pour l'installation d'évacuation des eaux grises, du coup des habitats légers. Euh, pour plusieurs raisons, et notamment bah, le fait d'être en habitat collectif. Il y aura des entrées et des sorties, et donc faciliter un système qui puisse être facilement réalisable, connecté à l'habitat et déconnecté en fonction de nos besoins. Quelque chose bah, qui a été dit, hein, c'est forcément faible coût, faible empreinte environnementale. C'est quelque chose qui nous correspond. Comme l'a dit tout à l'heure, j'ai perdu son prénom. Nous aussi, l'idée c'est d'utiliser euh, le moins de produits d'entretien qui ne sont pas écologiques. Du coup, on va aller vers des choses les plus naturelles possibles, autant sur les produits d'hygiène que ménagers. Les sols très peu perméables, j'en ai parlé. Techniques simples et reproductibles, bah oui, l'idée, là, ce que vous voyez, donc c'est le premier qu'on a installé, qui a été fait donc pour la tiny house de Julia et Vincent, et donc à côté d'une haie, une haie. Alors là, on la voit pas trop, mais la haie, elle est un peu sur la droite de la deuxième photo. Euh, et donc ça a été installé il y a à peine un mois. Et l'idée, c'est de pouvoir reproduire ça aussi pour les autres emplacements et les autres habitats légers ou habitats réversibles aussi, on appelle ça. Que dire de plus?
Ouais, on se fait Ouais. accompagner. L'idée, c'est de se faire accompagner et d'être aussi, bah, comme l'a dit Vincent là aussi juste avant, d'être en lien avec le SPANC. Nous, on a souhaité être dans l'expérimentation, mais on n'y est pas. On a souhaité ne pas être en mode pirate, comme c'était dit. On a voulu tout de suite bah, dialoguer. Dialoguer, expliquer pourquoi on faisait ça, pourquoi notre projet il est un peu atypique et aussi bah, pourquoi on n'avait pas envie de passer sur du tout à l'égout. Faut savoir que notre terrain il est tout en long. Et donc, du coup, ça aurait fait des kilomètres de tuyaux PVC dans le sol, avec la complexité de pouvoir bien gérer les pentes, peut-être obligation de mettre des pompes de relevage. Là, on n'aura pas la nécessité, puisqu'on est sur une zone qui est assez plate. En utilisant le filtre à broyat de bois, en tout cas, on sera bon. Et on a de la chance parce que le directeur du SPANC sur notre territoire, et il est très ouvert et ne connaissant pas au départ, bah voilà, a souhaité aussi bah, rencontrer le RAE. On a pas mal échangé en direct, en vidéo ou avec des documents aussi. Ce qui permet que bah, l'idée, c'est qu'on puisse potentiellement conventionner avec. C'est pas encore fait, mais pour pouvoir avoir une dérogation, pour pouvoir le réaliser quand même. Voilà pour moi. Ok, ben merci Clément pour ce partage d'expérience aussi. Ben, je propose qu'on passe. Alors, avant de passer au temps de questions-réponses, il y avait peut-être juste deux petites slides qui restaient sur le diapositive. Donc, la première, bah, ça concerne bah, sur ces sujets, typiquement, Oikos propose des formations. Alors, pour le catalogue 2026, la programmation n'est pas encore calée, mais voilà, dans l'idée, c'est 2 jours qui sont plutôt à destination des particuliers autoconstructeurs, autorénovateurs, et avec une première journée vraiment sur les différents systèmes de toilettes sans eau, les filtres plantés, les filtres à broyer de bois, et une deuxième journée qui est vraiment plutôt orientée sur la récupération et réutilisation des eaux pluviales. Donc voilà, plus d'infos sur notre site internet, et surtout une fois qu'on aura calé des dates pour le catalogue 2026 de formation. Et sinon, j'avais rajouté quelques petites ressources et guides, donc le guide de l'assainissement écologique du RAE, dont Vincent a parlé tout à l'heure, et le collecteur sur l'eau de la maison écologique. Et puis ensuite, sur le site internet du RAE, il y a vraiment pas mal d'informations intéressantes. Ben, on va pouvoir prendre les questions-réponses, et j'ai vu que déjà sur l'espace questions-réponses, il y avait des questions de Sébastien. Alors, je pense peut-être à la direction de Vincent. Y a-t-il beaucoup de collectivités adhérentes du RAE? Y a-t-il eu des réalisations concrètes pour ces collectivités en termes d'assainissement écologique? Euh, il y a effectivement quelques techniciens de collectivité, plutôt à leur nom propre, membres du RAE, notamment des SPANC. Il y a quelques projets dans les cartons notamment de sièges sociaux, de comités de communes qui envisagent de mettre en place des filtres à broyat de bois. Donc c'est assez cocasse parce qu'ils nous demandent comment ils peuvent déroger à la réglementation pour mettre des toilettes sèches et un filtre à broyat de bois au siège social de la Comcom ou de la mairie, alors que c'est eux qui ont le pouvoir de police sur ces questions-là, quoi. Donc, euh, donc ça commence, oui, effectivement. Oula. Et donc Sébastien demandait aussi, alors peut-être plus pour Thibaut, si le terrain n'a pas une pente suffisante, est-ce rédhibitoire pour installer un filtre? Et, et bah, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Marianne, s'il n'y a pas de pente suffisante, effectivement, il va falloir passer par une station de relevage. Donc, quand c'est possible, on essaye de s'en passer. Après, quand il n'y a pas de choix, bah, effectivement, c'est station de relevage pour pouvoir alimenter les filtres.
effectivement, parce qu'il faut sinon qu'on se serve uniquement de la force gravitaire. Et là-dessus, quelque chose que je peux rajouter, un écueil qu'on voit dans la conception, il faut vraiment, si on a un doute sur la pente, pas faire l'économie d'une pompe de relevage, parce que déjà, il faut pas que la zone où il y a les filtres soit décaissée, dans laquelle puissent venir ruisseler les eaux pluviales. Il faut pas que ce soit une zone dans le préférentiel pour les eaux pluviales. Et en même temps, il faut à tout prix que le tuyau d'arrivée des eaux grises arrive au-dessus du niveau du sol. Donc pas seulement au-dessus du broyat, mais au-dessus du niveau du sol aussi, quoi, pour pas que ça fasse une cuvette. Ok, merci. Ensuite, il y a Chris qui demandait si le broyat peut-il être fait euh, avec de la plaquette forestière. Et ensuite, il demande est-ce qu'il faut une tranchée par équivalent habitant ou est-ce que comment on dimensionne en gros le nombre de tranchées en fonction du nombre d'usagers et leur dimension. En fait, les équivalents habitants vont donner le nombre de mètres carrés de traitement nécessaire. Donc après, les tranchées, on peut les adapter. Comme je disais tout à l'heure, une tranchée de base qui fait 1 mètre carré va faire par exemple 2,50 m de long sur 40 cm de large. Par contre, à partir du moment où on fait, par exemple, 60 cm de large sur 2,50 m de long, on arrive déjà à 1,5 m². Donc, en fait, on peut jouer sur un peu la longueur et la largeur des filtres pour pouvoir arriver au nombre d'équivalents habitants nécessaires. Donc, habituellement, effectivement, si vous avez 4 équivalents habitants, on va être sur 4 filtres un peu standards, mais la configuration peut être différente. Ce qu'il faut juste garder en tête, voilà, c'est d'avoir des proportions correctes et de pouvoir faire des alimentations aussi. Parce que ça peut être très bien un filtre tout en longueur, mais avec des points d'alimentation répartis tout le long du filtre, par exemple. Donc on est assez libre dans la réalisation, ouais, dans la conception du filtre, quoi. Par contre, si je peux me permettre, dans Ouais, l'arrêté dérogatoire, il est vraiment détaillé les prescriptions techniques qu'on essaye de faire respecter autant que possible, à savoir longueur d'un filtre entre 2 et 5 mètres, comme l'a dit ouais. Thibaut, largeur entre 20 cm et 60 cm, et profondeur maximale 40 cm. Et il faut à minima 2 filtres, même si on est tout seul, pour faire l'alternance, parce que cette phase de repos, elle est essentielle pour le filtre. Et le broyat, il y avait une question sur le broyat. Sur la granulométrie, on est entre 2 cm et 10 cm, en gros, sur le broyat. Il n'y a pas de contrainte particulière sur l'essence, si ce n'est non traité et idéalement non exotique. Euh, voilà, l'idée, c'est de vraiment utiliser une ressource locale. La granulométrie, la dimension du broyat va juste avoir un impact, on va dire, sur le tassement du filtre la première année et sa décomposition au fil du temps. Plus c'est Ouais. grossier, moins ça va se décomposer rapidement. Ok. Alors, il y a Célia qui demande également s'il y a besoin d'un bac à graisse, un séparateur des graisses en amont. Surtout pas. En fait, on se rend compte que les bacs à graisse sont jamais entretenus, sont jamais vidés, jamais entretenus, et vont fermenter au bout d'un certain temps. Donc non, non, l'idée c'est vraiment de faire arriver à l'air libre les matières, les graisses sur la surface du filtre, donc sans préfiltration. Euh, Si le filtre est installé un peu loin de la maison, c'est l'intérêt d'avoir des regards de visite, en plus des regards répartiteurs. Euh, on emmène les eaux ménagères le plus enfin, on emmène, on va dire, le regard répartiteur, il va être installé près des filtres, et jusqu'au regard répartiteur, on va mettre un tuyau en diamètre 100. Ça a l'intérêt de permettre une réversibilité de l'installation, si jamais la maison est vendue et que les personnes remettent des toilettes à eau, et en même temps d'éviter les risques de colmatage du tuyau, vu qu'il n'y a pas de préfiltration et de bac à graisse. Ensuite, les graisses vont être déposées en surface du filtre, au début du filtre, et grâce à l'alternance, ça va permettre de dessécher ces graisses, de les composter. Les vers de terre, la vie du sol vont complètement les dégrader. Nous, on suit une installation du coup à La Réunion, où ils cuisinent avec beaucoup de friture et ils mangent beaucoup de riz, donc beaucoup d'amidon avec le lavage du riz. Donc il y a beaucoup, beaucoup de graisse. Et en fait, on voit vraiment que la vie du sol, elle est très friande de ces matières organiques. Si jamais ça vient à se colmater, bah, les eaux vont juste s'infiltrer un peu plus loin. Et puis sinon, avec un petit croc, on casse très simplement cette éventuelle croûte qu'il peut y avoir en surface, quoi.
Ok, super. Il y a Nicolas qui pose la question des résidus médicamenteux dans les urines et de l'utilisation éventuelle de produits qui ne seraient pas forcément étiquetés écologiques, type lessive et autres. Est-ce que très impactant aussi ou à quel point, Alors, on va dire, les lessives non étiquetées écologiques peuvent être négatives pour... en fait, il y a pas de magie, quoi. Il faut vraiment se dire que un des principes pour nous de l'assainissement écologique, c'est de la réduction de la pollution à la source. Donc effectivement, que ce soit la prise de médicaments ou des produits d'hygiène ou d'entretien qui vont avoir un impact sur l'environnement, ils vont forcément se retrouver quelque part. Peu importe le système de traitement, que ce soit en assainissement collectif ou non collectif, ça va forcément se retrouver dans l'environnement. Sur les urines, nous, on essaye au maximum de recréer un lien avec notre alimentation, c'est-à-dire de les séparer, par exemple avec un urinoir sec, et de les stocker pour les remettre au jardin, ou pour essayer de créer une filière de collecte d'urine près de chez soi avec un agriculteur. Euh, Après, sur les produits d'hygiène, l'idée, c'est on vise vraiment un déploiement massif des toilettes sèches et du coup du traitement des eaux grises à l'échelle nationale, où on espère que la filière soit retenue dans la réglementation d'ici à l'issue de l'expérimentation nationale. Et en fait, on ne peut pas dire aux gens, on peut pas imposer aux gens d'utiliser tel produit d'entretien. On peut juste, nous, faire en sorte que ce système mette en place les conditions idéales pour dégrader ces molécules. Donc on recrée un sol, comme disait Thibault, un sol vivant, le plus actif biologiquement pour dégrader ces molécules. Mais il n'y a pas de magie, quoi. Tout se retrouve forcément quelque part à un moment ou à un autre. Ouais. Après, moi, je rajouterais qu'aussi la majorité des gens qui sont dans cette démarche ont une conscience justement écologique un peu plus développée. Et généralement, les produits utilisés sont généralement plus sains que, on va dire, la majorité des gens. Mais c'est vrai que si on se dit qu'on met de l'eau de Javel et que ça part dans notre filtre, et ben, en fait, c'est comme si on mettait de l'eau de Javel directement sur la végétation aux alentours. Donc forcément, il y aura des impacts. Et après, pour rebondir aussi sur le côté résidus médicamenteux, on va surtout les retrouver via les urines, etc. Et en fait, alors soit on les met effectivement dans le filtre à broyer de bois, mais la plupart du temps, ça va se retrouver plutôt au compost. Et du coup, c'est le compostage qui va plus avoir d'effet là-dessus. On va moins en retrouver, si vous voulez, en prenant des douches ou des choses comme ça, on va moins retrouver de résidus médicamenteux à ce niveau-là. Et du coup, moi, je me permets de poser une question aussi, qui est toujours sur cette problématique des résidus. Quid des microplastiques qui proviennent des vêtements, en fait? Est-ce que dans les différents contrôles qui sont prévus, c'est quelque chose qui va être regardé? Encore une fois, en sachant bien que ce soit des résidus qui vont dans un filtre à bois de bois ou dans, dans- dans un système d'assainissement collectif, ça reste de toute façon un problème, mais est-ce que ça a été un point regardé dans l'expérimentation? Non, il va pas y avoir de suivi scientifique directement là-dessus de l'INRAE, mais ça, c'est une vraie question hein, sur les microplastiques, que ce soit dans les produits d'hygiène corporelle ou parfois il y a des microbilles pour un peu pour se nettoyer ou dans les vêtements, c'est une vraie question, ouais. Mais il y a pas de suivi, enfin non, il y a pas de suivi scientifique là-dessus. Ça n'a pas été un critère Ok. retenu par de priorité pour les ministères, quoi. On a perdu Étienne. Étienne est figé chez moi, je sais pas Ah, chez vous. ah ouais. Du coup, je prends la suite. Une autre question. Quel recours juridique puis-je avoir si j'ai un refus écrit de dérogation pour un FBB de mon SPANC? Euh, Les recours juridiques, il n'y en a pas vraiment, quoi. Parce que vu qu'officiellement, le nombre de sites est limité avec cet arrêté dérogatoire et que les autres sites sont pas réglementaires, si votre SPANC est fermé, il est fermé, quoi. Euh, Nous, le seul recours juridique qu'on essaye, mais tout en avançant de manière un peu frileuse, parce qu'on a eu la confiance des ministères, c'est sur le fait que certaines personnes vont payer des amendes ou des redevances majorées, même s'il n'y a pas de risques sanitaires ou environnementaux. Et là, ça peut être intéressant de se faire accompagner par un avocat pour essayer de défendre ça, ou en tout cas de faire annuler les pénalités qu'on peut recevoir quand il n'y a pas de risque pour la santé ou pour les personnes.
Et puis ce qui est compliqué, c'est qu'on est face à de l'humain, donc effectivement, en fonction de l'interlocuteur qu'on va avoir en face, on n'aura pas forcément le même retour et le même degré d'ouverture. Je vois pas d'autres questions. Et Étienne, est-ce qu'il est revenu? Oui, je suis revenu, Ouais, ok. effectivement. Ça avait figé de mon côté tout à l'heure. Non, j'entendais que vous répondiez à la question de l'accompagnement juridique. Et dans le même goût, dans le côté question-réponse, il y avait est-ce qu'on met 180 € de côté par an pour les contrôles du SPANC? Je pense que ça répond aux deux questions. Et non, je ne vois pas d'autres questions, ni dans la conversation, ni dans les questions-réponses. Il y a une question là sur une référence d'avocat qui travaille Ah sur ces oui. questions-là. Nous, on préconise de se rediriger vers l'Association nationale des consommateurs et usagers, la CLCV, où là, si vous m'envoyez un mail, je peux vous envoyer un contact direct. Mais pour nous, c'est vraiment important, quoi, de la défense de l'intérêt général et l'intérêt des usagers. Et en ça, la CLCV, ils ont une section directement sur l'assainissement non collectif. Bonjour, quels sont les risques à part les amendes? Euh, Bah, c'est un peu les seuls, malheureusement. C'est un peu ce qui est mis en place par beaucoup de spank en ce moment, c'est des pénalités pour inciter les gens à se mettre aux normes, quoi. Donc, à part les amendes, et c'est vraiment, c'est très variable, quoi. Il y en a qui vont payer 200 € par an, et puis il y en a qui vont payer 1 000 € par an. Donc ça, c'est vraiment variable en fonction des territoires. Mais il faut vraiment faire preuve de bon sens, prendre le temps d'argumenter, montrer toutes les publications scientifiques qu'il y a sur le sujet, bien parler, bien montrer qu'on a seulement des eaux grises peu polluantes. Il faut vraiment essayer de faire preuve de bon sens, quoi. Puis quitte à aller plus loin, en montrant aussi que réglementairement, rien n'est prévu pour ça. Et c'est bien pour ça qu'on a pu sortir cet arrêté dérogatoire. Je vois là, la question, enfin, le commentaire de Sylvain après, effectivement, c'est ce qu'on avait dit. Donc, en fait, en fonction de ce qu'on utilise comme produit, ça va avoir forcément un impact à la sortie sur le filtre, mais qui là serait visible parce qu'en surface, mais on a le même résultat que ça soit enterré en souterrain soit dans une fosse en assainissement individuel ou sur de l'assainissement collectif. Tout ce qu'on va utiliser ou consommer va avoir un impact in fine sur le traitement. Sachant que, pour préciser ça, sur l'assainissement classique en France, le 80-90% du parc ANC en France, donc des millions d'installations, l'épandage va se faire à 70 ou 80 cm dans le sol, donc c'est bien moins vivant biologiquement, bien moins oxygéné, et tout ça autour d'un matériau minéral, quoi, généralement du sable ou des gravions. Donc on est sur un milieu qui sera bien moins actif biologiquement pour dégrader toutes ces molécules, quoi. Il y avait peut-être un commentaire par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure avec une Comcom qui t'avait contacté, je pense que c'est ça, peut-être que la personne voulait repréciser. Attends, je Oui, vais c'est la Comcom, en tout cas, c'est le service PANC. Que ce soit en délégation de service public ou communal ou intercommunal, c'est toujours le service PANC. Donc là, pour un projet en cours, la Comcom, qui peut décider ou pas de déroger à la réglementation, quoi. Et du coup, Chris demande si on peut espérer une loi en 2028 en faveur du filtre à bois et de bois. Faut l'espérer, effectivement. Bah, on est quand même sur des temporalités assez longues. Il y a d'autres priorités ministérielles en ce moment, on va dire. Euh, euh, Donc effectivement, les résultats scientifiques, ça va être fin 2027, début 2028. Et après, les ministères vont statuer. Euh, Après, ça vient aussi, il y a d'autres échéances, on va dire, réglementaires sur l'assainissement non collectif en parallèle, avec notamment la transposition d'une directive européenne. Donc on ne sait pas trop comment ça va s'intégrer. Mais nous, l'idée, c'est vraiment que ça rejoigne la réglementation au titre des filières traditionnelles et pas des filières agréées, quoi. Puis après, on s'expose aussi à des risques politiques aussi, commerciaux, parce que bah, du coup, ça va faire changer un peu le marché. Donc forcément, il y aura des levées de boucliers aussi, hein. Donc voilà, ça mettra certainement du temps aussi à devenir. Et est-ce qu'il y aura besoin de nécessairement passer par un bureau d'études? Enfin, comment ça va s'orchestrer? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien, quoi. Ok. Il
Il y a une question sur les risques en cas d'inondation. J'imagine que les broyats risquent de se mettre à flotter, quoi. Globalement, il n'est Ouais. jamais conseillé d'installer un système d'assainissement en zone inondable. Mm. Ça dépend quelle on va dire, fréquence de retour de l'inondation. Mais globalement, on essaye d'éviter ça. Après, les risques sont limités quand même, parce il y a peu de risques d'embarquer il y a pas du coup, il y a pas de matière fécale, ou il y a peu de matière polluante, et puis il y a peu d'équipements qui peuvent être embarqués, si ce n'est un regard de répartition et encore. Donc, on essaye d'éviter d'installer ça en zone inondable, comme d'ailleurs l'aire de compostage des matières. Il faut vraiment Mm. aussi re-accentuer là-dessus, c'est que la majorité de notre pollution ou des nutriments, suivant comment on le voit, est compris dans nos urines et matières fécales. Donc, de la même manière, sur l'aire de compostage, on n'installe pas non plus en zone inondable, quoi. Mm, mm. Et Et pour... quelque part, enfin, je sais pas, hein, moi je suis pas spécialiste comme vous, mais du coup, je permets de poser la question parce que peut-être d'autres se la posent aussi. Euh, mais c'est aussi une réponse justement face aux inondations, alors plus particulièrement les crues d'orage un peu violentes qui ont tendance à faire déborder les systèmes d'assainissement collectif. Le fait d'avoir l'individuel permet quand même aussi peut-être de décharger un peu ces réseaux et de limiter les frais d'infrastructure pour les années à venir, quoi. C'est Oui, juste, oui, complètement, ouais. c'est juste, et ça commence à se faire sentir dans les documents de planification à l'échelle des Ok. bassins versants. Euh, Il y a effectivement, une fois qu'on sépare, les urines, c'est seulement 1% du volume de nos eaux usées, mais 80% de l'azote. Donc ça, c'est vraiment sur la partie urine et matière fécale. Globale, l'échelle assainissement collectif ou assainissement non collectif. Donc une fois qu'on sépare ça, on va décharger un peu la station. Mais aussi à l'échelle, comme je vous disais, des bassins versants, j'ai lu là dans un document de planification à l'horizon 2033, 2028-2033 de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui repréconisait de reconsidérer un peu plus l'assainissement non collectif pour justement réduire les pressions sur l'assainissement collectif. Donc ça, il y a un peu un regain d'intérêt, on va dire, pour l'assainissement non collectif. Et après, plus précisément, du coup, sur la séparation des urines et matières fécales, ça vient encore plus remettre une couche pour désengorger les stations d'épuration. Et pour Ok. rebondir sur la question de Gérald, bah, c'était un peu ce qu'on venait de dire avant, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ça va se formuler à la suite de l'expérimentation. Après, moi, j'ai un peu de mal à imaginer un monopole de techniciens parce qu'en fait, c'est une pratique qui va être assez facile à mettre en œuvre par soi-même, hein. Dans l'idée, c'est justement que ça soit appropriable par chacun. Donc, par contre, est-ce qu'il y aura une obligation de passer par un bureau d'études ou quelque chose pour dimensionner et puis donner les prescriptions? Peut-être, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour savoir ce qu'il en est. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent. Normalement, non. Le parallèle qui peut vraiment être fait, c'est vraiment les filières traditionnelles, telles qu'elles sont détaillées dans l'arrêté du 7 septembre et dans le DTU. En fait, chacun chez soi peut tout seul installer une fosse toute eau et un épandage sans passer par un bureau d'études. Donc le parallèle, il est vraiment là. Ce qui est complètement différent des systèmes agréés type phytoépuration ou comme par exemple l'Aquatiris, où là, on est obligé de passer par une entreprise qui a reçu l'agrément pour la mise en place de l'installation. Il faut vraiment le voir comme une filière traditionnelle où seront détaillées précisément les règles de dimensionnement, les prescriptions techniques. Et après, en fait, à l'échelle nationale, dans la réglementation de l'assainissement non collectif, il n'y a pas d'obligation de passer par un bureau d'études ou de faire une étude. On doit juste vérifier que la filière correspond bien aux contraintes de la parcelle, mais sans forcément passer par un bureau d'études. C'est après dans les règlements de service des SPANC ou à l'échelle locale, les SPANC obligent ou pas de passer par un bureau d'études et une étude de filière. Alors, il y a Chris qui pose une question en cas de sol drainant avec pente en particulier. Enfin, il est a priori en Ardèche. Est-ce qu'il y a particulièrement des choses à prendre en compte pour limiter des risques ou est-ce que, au contraire, sol très drainant, ça va très bien marcher? Je Bah, sais pas ce que le Thibaut. broyat va agir comme un ralentisseur, en fait, si vous voulez, au niveau du sol drainant.
Ça va faire un peu comme une éponge, hein. Donc, ça a l'avantage, quand le sol est trop hydromorphe, de ralentir pour pas justement faire un phénomène de flaque. Et dans l'autre sens, quand le sol est trop drainant, bah, du coup aussi de venir temporiser aussi L'efficacité, ouais. l'action. L'efficacité, ouais. Moi, j'ai un sol très sableux chez moi, par exemple, et je suis soumis à ce genre de choses. Et du coup, effectivement, le filtre va vraiment faire office de tampon, quoi. S'il y a vraiment des doutes sur l'hydrogéologie, il faut vraiment se faire accompagner par un bureau d'études. Sol drainant, ça veut tout et rien dire, quoi. Ça peut être des sols sableux ou des sols karstiques. Il faut vraiment quand même prendre des précautions s'il y a une nappe affleurante, un captage, des risques. On est seulement sur des eaux grises, mais quand même, quoi. Faudrait pas que le broyat fait une partie du traitement. On l'a vu, vous pouvez le voir dans les publications scientifiques. Il y a l'INRAE qui a étanchéifié des filtres à broyat de bois pour étudier les capacités épuratoires, mais faut vraiment prendre des précautions quand même, quoi. Du coup, il y avait la question inverse là pour le phénomène de flaque. Je crois, Vincent, toi, tu avais déjà eu ces retours-là au démarrage des filtres, Alors notamment. oui, effectivement, on se rend compte donc que le filtre à brouillard de bois, dans l'arrêté dérogatoire, il n'y a pas écrit de perméabilité minimale, à la différence de l'arrêté de l'assainissement non collectif. Ça veut dire qu'on peut installer, enfin en tout cas dans cette expérimentation nationale, des filtres à brouillard de bois, même sur des sols très peu perméables, voire argileux. Mais par contre, on remarque que ça met vraiment un certain temps, au minimum un an et demi, euh, pour que toute la vie du sol, toute la macrofaune, puisse permettre de recréer les conditions favorables à l'infiltration. En fait, on a vraiment une interface qui va se créer entre le broyat de bois et le sol, avec des échanges, des galeries, qui vont permettre de recréer des conditions d'infiltration, même sur des sols à première vue complètement imperméables. Et ça nous a nous-mêmes surpris. Mais ça met vraiment un certain temps avant de s'établir, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et ensuite, activité biologique du mycélium, broyat de bois, effet antibiotique, en plus de l'interaction des vers de terre contre les pathogènes. Ça, c'est avéré aussi dans les études, j'imagine, sur les effets, ouais, le traitement apporté par les mycéliums. Bah, en fait, là, effectivement, l'INRAE fait un suivi de pathogènes en Ouais. amont et en dessous le filtre. Et en fait, ils ont vraiment du mal à quantifier les pathogènes parce qu'ils se rendent compte qu'il y a déjà des pathogènes qui sont présents dans le broyat de bois avant même qu'il arrive sur le filtre. Donc, pour savoir d'où est-ce que viennent les pathogènes, après, la contamination en pathogènes est vraiment faible dans les eaux grises. C'est quand même, à part le lavement anal dans la douche, c'est quand même rare des personnes qui font caca dans leur douche. Donc, ça reste limité, quoi. Ok, il y a Johan qui demande Aquatiris est-il en contact avec le RAE depuis qu'ils ont sorti leur brevet sur Phytoréut? Ils vont vouloir récupérer les droits. A priori, leur système est bien validé. Oui, effectivement, Aquatiris est membre du RAE depuis quasiment la création du RAE. On est fréquemment en contact avec effectivement deux approches différentes. Je ne sais pas s'ils ont déposé un brevet ou si ils ont fait agréer leur système. Mais en tout cas, la phytoréute, de mémoire, c'était aussi dans l'idée. Ils ont vraiment vu qu'il y avait un développement de l'habitat léger et réversible sur le territoire national qui répond à beaucoup d'enjeux sur le logement et qu'il n'y avait pas de système dédié pour le traitement des eaux grises. Donc je crois que ça s'intègre dans ce cas-là. Euh, Après, nous, on n'est vraiment pas du tout en concurrence enfin, avec Aquatiris dans le sens où c'est vraiment destiné aux personnes qui installent des toilettes sèches. Donc nous, on estime à 0,5 à 1% du nombre d'installations d'assainissement non collectif en France. Donc entre 50 000 et 200 000 installations en France. Et en fait, globalement, la phytoépuration est pas adaptée pour les eaux ménagères parce qu'on a vraiment un déficit de matière organique qui est essentiel pour le bon fonctionnement du filtre. Donc c'est deux choses complètement différentes, quoi. L'autre question, c'était est-ce qu'il faut envisager un décompactage du fond du filtre en cas de sol argileux? Je crois que c'était Euh, suite à la question de tout à l'heure avec le ouais, phénomène de flaque. C'est la même personne, donc.
On peut envisager de scarifier un peu le fond du filtre pour augmenter la surface d'échange, Mhm. mais pas vraiment de décompactage. Après, ça peut toujours aider, hein. Dans tous les cas, je pense qu'il parlait ouais, à la mise en place du filtre, quoi. Est-ce qu'il y a des questions encore? Je Je crois pense qu'on que a fait le tour. ouais, on a fait le tour. Est-ce qu'il est possible de récupérer les eaux après le filtre? Mhm. Euh, Ouais. Thibaut, tu réponds quoi à ça? Comme on l'a dit, on n'est pas, bah, on n'est pas sur des tranchées étanches. On est contact direct avec le sol. J'imagine pas comment faire pour que ce soit possible. En fait, je sais pas ce que tu en penses toi, mais enfin, clairement pour moi, c'est après ça retourne dans le sol et c'est justement ce qui va permettre de faire cette irrigation passive. Donc c'est une Non, manière de la récupérer quand même. On en fait de l'irrigation, quoi. c'est Mmh. vraiment, il est jamais conseillé en fait de récupérer des eaux usées, que ce soit eau ménagère ou autre eau, pour plusieurs raisons. Même si les eaux sont traitées par les filtres à broie de bois et qu'elles sont peu polluantes à la base, elles vont quand même se charger en matière organique au passage dans le broyat. Et si on les stocke après, on va avoir, enfin, vous pouvez même très simplement chez vous essayer de stocker des eaux grises quelques jours. Vous allez voir qu'il y a quand même des développements bactériologiques qui sont assez rapides, avec des mauvaises odeurs, une eau qui va avoir une couleur. Donc c'est jamais conseillé, quoi. Tous les principes de l'assainissement non collectif sont vraiment basés sur l'infiltration des eaux. Donc on laisse pas des eaux, même traitées, stagner avant d'en faire autre chose, quoi. Mais l'intérêt du filtre à bois et de bois, comme disait Thibaut, c'est qu'on peut par contre planter des arbres à proximité de la tranchée pour que cette eau serve d'irrigation pour des arbres à côté. À la différence des autres systèmes d'assainissement, par notamment épandage, où on conseille, où il est même interdit de mettre des arbres à proximité parce que sinon les racines peuvent venir bloquer le tuyau d'épandage. Et après, connaissez-vous un système qui permette de filtrer les eaux et les récupérer? Alors oui, ça commence à se développer de plus en plus. Alors c'est des systèmes qui sont assez coûteux. Je ne sais plus comment. J'ai plus le nom en tête. Romain Scarla ou quelque chose comme ça, qui propose. Je crois que c'est dans des stockages en béton, et toute une partie de filtration, de traitement chimique, enfin de traitement en tout cas, dans le stockage pour pouvoir réutiliser. Mais on n'est pas du tout dans le principe des filtres à broyer de bois et de quelque chose d'assez low-tech. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs systèmes de traitement et de récupération des eaux grises qui existent, hein. Je pourrais vous donner des références si vous êtes intéressé de creuser la question, mais ça demande quand même un suivi, un traitement, donc des consommables, et un stockage, à la fois un stockage potentiellement avant traitement et un stockage après traitement. Donc c'est vraiment coûteux voilà, ça dépend vraiment où on se trouve, mais au prix de l'eau actuellement, on préfère vraiment conseiller de réduire les consommations à la source, et notamment via l'installation de toilettes sèches plutôt que de récupérer ces eaux grises, quoi. Ou récupérer ces eaux pluviales. Ça me semble plus simple, Thibaut. Et alors, bah, Effectivement. tiens, du coup, tu parles de récupération de pluviales. Moi, j'ai déjà entendu la réflexion de personnes qui disent oui, mais si on réutilise l'eau pluviale dans les toilettes à eau, pour le coup, on participerait moins, entre guillemets, au coût de l'assainissement, puisque une partie du coût de l'assainissement est pris dans le coût de l'eau. Bon, ça reste, à mon avis, un argument un peu moyen. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas ce contre-argument possible du filtre à broyer de bois qui permet de dire, bah, oui, peut-être on est encore sur des systèmes de toilettes avec des eaux où on introduit de l'eau pluviale, donc qu'on n'a pas payé, mais pour partir en assainissement collectif. Et par contre, de l'autre côté, je traite mes eaux ménagères différemment. C'est peut-être un peu tordu comme réflexion, mais Ouais, après, bah, déjà, juste un petit parallèle qui est assez amusant hein, sur justement sur l'assainissement, toute l'eau effectivement qui va pas être prise sur le réseau, parce qu'en fait, on calcule la redevance assainissement sur l'adduction. mmh, Et du coup, effectivement, si vous allez vous renvoyer sur le réseau, effectivement, ils n'ont pas connaissance du volume qui va être généré en plus.
Par contre, de l'autre côté, ça ne les gêne absolument pas que toute l'eau que vous utilisez au jardin en arrosage soit calculée dans votre taxe d'assainissement. Donc, dans la redevance assainissement. Donc, au final, ils sont largement gagnants sur le principe, mais effectivement, c'est un Mhm. sujet. C'est pour ça que la récupération d'eau, on met bien des compteurs et tout pour vraiment avoir enfin, la totalité de ce qu'on va pouvoir rejeter éventuellement sur le système d'assainissement collectif. Ok. Mais après, tant Euh, qu'on peut, c'est sûr que c'est mieux de valoriser sur site et voilà, et de ne pas renvoyer. Et puis, le problème de l'eau dans les toilettes, c'est pas tant l'eau qu'on rentre, le type d'eau qu'on rentre, c'est plutôt l'eau qu'on ressort et qui dilue en fait toute cette pollution avec tout le reste des eaux. ok. Et on arrive à la fin du temps imparti. Il y a une dernière question. Est-ce que le RAE a des contacts de bureaux d'études spécifiques? Est-ce que vous avez un petit annuaire sur le site des personnes Oui, ressources? vous pouvez nous envoyer un mail via la page de contact du site internet de l'association et je vous enverrai l'annuaire, on va dire, par département des personnes qui peuvent vous accompagner sur le sujet. Ok. Eh ben, merci à toi Vincent, à toi Thibaut. Merci Marianne pour ton retour Merci à aussi vous. hyper intéressant sur les usages et puis Clément également sur l'habitat léger. C'était hyper intéressant et vous avez été super pro. On a respecté le timing. Et puis, voilà. Et donc la conférence sera disponible d'ici quelques jours. Elle a été enregistrée, donc on pourra toujours, pour ceux qui ont des contacts, qui n'ont pas pu s'inscrire, pas de problème, ce sera disponible. Ça marche. Alors, Bah, merci à vous. j'en Ouais, profite de l'audience pour vous dire qu'on organise pour les 20 ans de nos intestinales, de notre association, un festival début mai du côté de Toulouse. Le grand festival de la toilette sèche. Donc voilà. ok, génial, merci. Merci tout le monde. Merci. Bonne Allez, passez journée. une bonne journée. Bonne Au journée à vous revoir. tous. Au revoir. Au revoir. Merci Étienne. Tu me diras pour le partage. Nous, on a une page YouTube RAE, si besoin.